Alors on va parler investissement, 3 000 à 5 000 milliards de dollars d'investissement annuel d'ici à 2050. C'est un rapport publié en 2022 par l'Association mondiale des marchés financiers, GFMA, qui rassemble les plus grandes banques de la planète pour transformer chaque secteur d'activité. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'argent. La grande majorité de ce coût sera porté par les entreprises, mais vers qui vont-elles se tourner pour financer cette révolution verte? Eh bien, on en parle avec nos experts. J'ai démarré avec vous, Grégoire Chauvière-Le Drian. Alors, pour financer cette transition, il faut de l'argent public, mais il faut aussi les banques, des capitaux privés. Donc voilà, quels sont les modèles de financement aujourd'hui? Bonjour et merci de donner la parole à un acteur public européen. J'en ai entendu parler beaucoup d'Europe ce matin, de nécessité d'avoir une ambition et d'avoir des moyens financiers à la hauteur de cette ambition. Les États-Unis ont lancé l'IRA, c'est très bien de financer la transition énergétique. En Europe, on a déjà une institution financière, la Banque européenne d'investissement, qui investit depuis 1957 sur des priorités de politique publique et qui a un avantage en particulier par rapport à l'IRA, c'est qu'elle ne coûte rien aux contribuables, dans le sens où c'est un modèle assez vertueux, puisque cette banque émet des titres sur les marchés obligataires et qu'elle reprête aux clients, aux partenaires, pour financer ces priorités de politique publique européenne. Alors les besoins ils sont colossaux et ce financement il n'est pas suffisant. Cependant, l'institution, et en tout cas avec l'initiative des États membres, l'Europe s'est dotée de moyens financiers colossaux depuis quelques années pour financer la transition énergétique. On a parlé du Green New Deal avec la nouvelle Commission européenne. Et pour mettre en place cette ambition politique, la Banque européenne d'investissement s'est transformée pour devenir la Banque européenne du climat, avec des engagements extrêmement forts à la fois en termes qualitatifs et quantitatifs. Le premier, c'est les exclusions de notre portefeuille d'investissement des projets mobilisant des énergies fossiles. Le deuxième engagement, c'est se doter de moyens financiers supplémentaires. C'est un engagement quantitatif. C'est le doublement de notre ambition en faveur de projets à impact positif sur le climat. Depuis la COP de Paris en 2015, nous étions engagés à consacrer 25% de notre activité à des projets à impact positif. Cette ambition, elle est portée à plus de 50%. L'horizon, c'était 2025, mais dès 2022, nous avons atteint cet objectif de consacrer plus de 50% de notre activité à des projets à impact positif. Et enfin, le troisième pilier de cette transformation, c'est s'assurer qu'aucun projet que l'on finance ne peut avoir d'impact négatif sur le climat. Donc au pire, c'est une neutralité carbone. Donc on assure ainsi que ce financement d'origine européenne n'aille pas vers des projets à impact négatif et on favorise des projets à impact positif sur le climat. Et donc on permet, par des moyens financiers, la transition énergétique. On n'y arrivera pas seul et on a besoin d'acteurs, en particulier d'acteurs privés, pour financer cette transition. Et c'est le sens aussi de notre action, puisqu'on finance toujours avec des partenaires, des fonds d'investissement, des entreprises, des banques, cette transition. Jérôme, comment voyez-vous justement il y a le micro ici, pardon. Voilà, ce financement de la transition énergétique, comment vous le percevez? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comment est-ce qu'on le voit chez Swen? Nous sommes un fonds d'investissement qui a été que j'ai cofondé en 2008 et qui a fait de l'investissement responsable sa colonne vertébrale depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. L'objectif, donc aujourd'hui on gère 8 milliards d'euros et on a une centaine de collaborateurs qui sont tous très engagés dans ce que nous faisons. Et alors, avec tout ce que j'ai écouté ce matin, évidemment on s'y retrouve totalement. Et pour faire de l'ESG, pour faire de l'impact, pour faire de la transition, il faut y mettre des moyens humains. C'est-à-dire que sur la centaine de collaborateurs, vous avez 10 personnes chez Swen qui sont dédiées à l'ESG et à l'impact, parce que les sujets sont absolument complexes. Ça, c'est juste en interne. Par contre, il faut travailler en écosystème, et on travaille beaucoup avec la sphère publique. J'illustrerai tout à l'heure, notamment avec le Fonds Océan que nous avons lancé. Il y a la data aussi. La data est absolument clé, parce que quand on parle de transition énergétique, ça a été dit ce matin, il faut avoir de la data pour faire des benchmarks. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on collecte de la data. On a collecté quasiment pas loin de 1 million de
de data ESG qui nous permettent de faire des benchmarks, de faire des choix d'investissement, d'accompagner la transition énergétique. Et puis enfin, il faut des outils qu'on développe en interne, qu'on co-développe, parce que je crois beaucoup au travail en écosystème, ça a été dit ce matin, sur ces sujets-là, on ne peut pas travailler de façon verticale. Et donc, on utilise des outils comme la NEC, la Net Environmental Contribution, qui est un outil de mesure d'analyse du cycle de vie qu'on a co-développé avec Sycomore, Aeker et Cantis sur la partie non cotée. Donc tout ça, c'est, je dirais, c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui. Alors, il faut aller plus loin et on a travaillé sur la transition énergétique, notamment sur la nouvelle politique finance durable qui intègre 4 piliers. Je vais en citer un ou deux qui me semblent essentiels, notamment en termes de gouvernance. Aujourd'hui, chez Swen, l'ESG, les équipes ESG, donc qui sont indépendantes des équipes d'investissement, ont un droit de veto. Ça, c'est quasiment assez rare au sein des fonds. Un droit de veto, c'est-à-dire que même si on peut attendre une très bonne performance financière, s'il n'y a pas de performance extra-financière, s'il n'y a pas cet impact, s'il n'y a pas la mesure des KPI d'impact, nous ne faisons pas d'investissement. Je crois que en tant que fonds d'investissement, on a la chance de pouvoir gérer des capitaux de façon significative. Il faut les placer de façon intelligente. Donc, droit de veto, ça, c'est absolument nouveau. La deuxième chose, en termes de gouvernance, c'est que l'ESG et l'impact, effectivement, ça doit partir du haut, mais ce n'est pas suffisant. Ça a été dit tout à l'heure. Et le choix que nous avons fait, c'est de créer un comité finance durable qui intègre l'ensemble des métiers de la société de gestion, de manière à ce que ça se diffuse au sein de la société de gestion et qu'on mette en place cette transition et ces choix qu'on doit tous ensemble faire. Et je crois que ça fait vraiment la différence parce qu'à partir du moment où l'humain est placé au cœur de votre démarche, eh bien vous gardez vos collaborateurs, vous pouvez avoir les meilleurs profils pour réaliser des bons investissements dans le cadre de la transition énergétique. Enfin, peut-être un deuxième pilier que je voulais citer, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y en a deux autres, mais c'est au titre de la réglementation SFDR, il y a différents types de fonds, articles 6, 8, 9. Chez Swen, on a fait le choix, puisqu'on fait des investissements à la fois indirects et directs à impact, on a fait le choix d'avoir uniquement des fonds, soit article 8 ou des fonds article 9 à impact. Donc on s'inscrit vraiment dans une démarche de fléchage des sommes que l'on a avec des projets qui aident à cette transition ou qui s'inscrivent vraiment dans une notion d'impact. C'est la même chose pour vous, Céline. Donc, Mirova, c'est une institution financière aussi, donc vous accompagnez sur des capitaux privés. Effectivement, bonjour. On se ressemble beaucoup avec Sven. Donc, juste petite présentation rapide. Mirova, c'est une société de gestion qui fait partie du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, Natixis pour la partie banque. C'est important de le rappeler, la société de gestion, son objectif, c'est justement de flécher des fonds vers des projets ou les entreprises. Pardon si c'est un peu trivial, mais ça me paraît important de remettre notre métier au cœur de la discussion, en tout cas pour mon interrogation. Et typiquement, Mirova, elle gère 28 milliards d'euros et uniquement sur des stratégies dites à impact. Donc c'est un terme que là, on vient juste d'utiliser sur cette table ronde, mais qui s'intègre complètement dans l'exposé de ce matin, la transition énergétique. Donc avoir un impact, ça veut dire quoi? Impact sur un sustainable goal, donc notamment le climat, mais d'autres. C'est aussi important d'avoir différents types d'impact. Donc ça veut dire quoi les stratégies? Ça veut dire investir dans des fonds equity, des entreprises, mais aussi dans des projets. Et ça veut dire quoi être un fonds impact? Ça veut dire faire des exclusions, c'est ce que vous disiez tout à l'heure pour la BEI, et ça veut dire aussi faire des choix. Donc être un fonds à impact, c'est définir des stratégies qu'on propose à nos investisseurs et ensuite qu'on applique. Donc plus spécifiquement, dans le domaine de la transition énergétique, on va plutôt s'intéresser à la gestion des fonds dits infra, c'est-à-dire environ 3,5 milliards d'euros que nous gérons sur 3 fonds différents. Et donc, on va flécher les fonds, les institutionnels, majoritairement. On travaille très peu avec les family office.
quelques fondations, vers des projets de production d'énergie renouvelable, on en a parlé largement, mais partout en Europe, un petit peu hors d'Europe, principalement en Europe. Des projets de stockage, soit services réseau, soit adossés à des productions d'énergie renouvelable. Des projets d'efficacité énergétique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à financer, mais ça fait partie intégrante de la stratégie, notamment de l'efficacité énergétique au sein des industries. Plus que dans les logements, ce qui est plus complexe. Et enfin, des projets de développement de la mobilité bas carbone, c'est-à-dire de la mobilité électrique, tout ce qui va pour le développement de la mobilité électrique, notamment les charging points, hein, c'est vraiment là le besoin pour bloquer le système de l'œuf et la poule. Et puis aussi le développement de la mobilité hydrogène, que ce soit sur la mobilité maritime, on en a un petit peu parlé au début, et aussi le véhicule léger hydrogène ou pour les transports de fret. Et à côté de ça, même si c'est un peu plus éloigné du sujet du jour, nous finançons aussi via des fonds plus spécialisés des projets pour préserver le capital naturel, un petit peu comme votre fonds Océan. Même si vous faites du venture, nous on fait plutôt du projet, notamment la lutte contre la désertification, la dégradation des terres. Et ça va vraiment avec le projet de l'adaptation au changement climatique. Donc nos projets infra, c'est plus de la mitigation. Nos projets capital naturel, c'est plus de l'adaptation. Donc voilà ce qu'on fait chez Mirova. Ça veut dire déjà dans ces 3 premiers témoignages, Guy Le Turc, le financement public ne suffira pas. Ça, on le savait déjà, même s'il doit être important. Le financement public, il est très significatif. Le besoin est aussi colossal. Et d'ailleurs, tout ce sujet de financement sera à nouveau le thème central de la prochaine COP, la 28 à Dubaï. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est à travers les partenariats publics-privés, finalement, que pourront s'accélérer les transformations. Un peu à l'instar de ce qui a pu se faire, par exemple, dans le domaine de l'eau, où il y a eu énormément d'initiatives de partenariat. Et les grands bailleurs encouragent vivement, que ce soit la Banque mondiale ou d'autres, à aller vers ces systèmes de partenariat public-privé. Alors ça veut dire effectivement multiplier les sources de financement, ça veut dire travailler sur le sourcing, ça veut dire travailler sur les critères d'évaluation. Et donc ça renvoie à tous ces sujets, à la fois de réglementation et de data, pour pouvoir objectiver et mesurer. Olivier, justement, par rapport à alors, il y a un micro qui doit... Voilà. Par rapport à tout ce dont on parle, ce financement, donc comment alors vous êtes patron de la mobilité électrique. Alors justement, tiens, juste définition mobilité électrique chez EDF, ça, juste pour nous. Bonjour. Culture. Culture, mobilité électrique chez EDF, ça s'inscrit d'abord dans la stratégie globale de décarbonation de l'industrie, décarbonation du bâtiment, décarbonation des transports. Donc c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps chez EDF. Et puis on fait de l'efficacité énergétique. Donc je pense que tout le monde a bien compris la stratégie de décarbonation. Et donc pour appuyer cette stratégie de décarbonation, le groupe a lancé il y a 4-5 ans 3 grands plans stratégiques. Un plan solaire, donc développement de 30 gigawatts de solaire. Un plan stockage, également 10 gigawatts de capacité de stockage supplémentaire. Et juste après, en 2018, on a lancé un plan mobilité électrique qui accompagne le développement évidemment du véhicule électrique. Mais qu'est-ce que c'est la mobilité électrique pour le groupe EDF? C'est fournir de l'électricité à nos clients. Donc on est actif dans 4 pays d'Europe, Angleterre, Belgique, Italie et France. Donc le premier enjeu, c'est fournir de l'électricité. En France, en 2050, c'est 80 TWh d'électricité à fournir. Alors, c'est relativement peu avec l'augmentation de la production d'électricité qui est prévue. C'est entre 10 et 15%, donc c'est relativement peu. Mais c'est quand même la moitié de l'augmentation de la production d'électricité. Donc, c'est pas vraiment un gros problème de volume, même si c'est quand même beaucoup de volume. Mais c'est, je le redirai tout à l'heure, c'est de fournir au bon moment, et évidemment, de l'électricité décarbonée. Il y a un deuxième enjeu, c'est de déployer les points de charge. Alors on parle beaucoup récemment des 100 000 points de charge accessibles au public. Bon, ça c'est bien, mais en fait on en déploie essentiellement chez vous, dans votre domicile, au travail. Et EDF, depuis le lancement du plan, on s'était fixé comme objectif d'ici la fin de l'année, là, sur les 4 pays, de déployer 400 000 points de charge chez nos clients.
Et puis, last but not least, le smart charging. Alors, on a parlé beaucoup de pilotage de la recharge. Je pourrais vous en parler un petit peu plus longuement si vous voulez savoir quel type d'innovation. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, qui est probablement l'activité, le développement le plus stratégique pour le groupe. Je vous invite par exemple à lire ce que les Anglais viennent de lancer. Je pense que c'est assez exemplaire. Ils ont lancé un grand plan Marshall sur le smart charging. Par défaut, en Angleterre, véhicule électrique égale smart charging, c'est obligé. Et ça va générer, selon eux, entre 30 et 50 milliards de livres d'économie pour le système électrique, pour les Anglais, entre maintenant et 2050. Donc on va militer auprès des pouvoirs publics en France également pour arriver à imposer le smart charging, le pilotage de la charge, comme un élément par défaut. Et ça sera aussi, on l'a dit, on a parlé de flexibilité, ça sera aussi une solution de flexibilité pour le système électrique, et c'est probablement la solution la moins chère, parce que c'est vous et moi qui allons payer le véhicule électrique, et il sera mis à disposition du système électrique. Donc c'est bien ça le système, le smart charging. Et puis pour finir, la mobilité électrique, c'est un enjeu d'écosystème. On n'est pas acteur de la mobilité depuis longtemps, et donc on travaille avec les constructeurs automobiles, parce que la batterie, c'est eux qui la mettent dans la voiture. On travaille avec les distributeurs, les concessionnaires, parce que vous achetez votre voiture encore chez le concessionnaire, avec les loueurs, etc. Donc l'ensemble de la profession pour comprendre comment les clients vont utiliser leur véhicule et leur proposer des offres de fourniture, de charge, adapté à la mobilité. C'est bien de faire du smart charging, c'est bien pour le système électrique, mais on va quand même vouloir se déplacer d'abord et que la batterie soit chargée pour qu'on puisse rouler. Donc il faut qu'on intègre l'ensemble de ces données, l'ensemble de votre parcours dans cet écosystème pour qu'on arrive à développer des solutions efficaces. Et puis également, pour apprendre, on a lancé un grand programme qui s'appelle EV100. Il y a peut-être des entreprises dans la salle qui sont. Donc on s'est engagé auprès d'une ONG qui s'appelle The Climate Group à électrifier 100% de notre flotte à horizon 2030, donc c'est un peu plus de 40 000 véhicules électriques, donc on est à peu près à 10 000 véhicules électriques, 10 000 points de charge qui ont été déployés dans le groupe EDF. Alors ça nous permet, de montrer l'exemple à nos clients, à nos salariés, mais aussi d'apprendre, de tester en grandeur nature ce qu'on souhaite vous proposer, ce qu'on souhaite proposer à nos clients. Est-ce que ça veut dire que du coup ça change, enfin ça signifie forcément que ça change complètement toutes ces solutions de financement, c'est-à-dire il n'y a plus ce rapport du client, je le facture et puis j'encaisse le montant de sa facture. Il y a un mode de coopération puisque parfois vous récupérez aussi de l'énergie de leur part. S'ils sont plus sobres, ils ont peut-être des entre guillemets des primes. Enfin voilà, comment ça se passe? Bon, on va développer, je crois que ça a été dit, des contrats de fourniture d'électricité adaptés aux véhicules électriques, le fameux smart charging. Demain, vous avez un contrat de fourniture associé à un point de charge intelligent, connecté. En France, on a la chance d'avoir des smart meters, du compteur Linky. Donc, on va essayer de connecter l'ensemble des bornes, des points de charge au compteur Linky. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement d'assimiler, d'intégrer toutes ces données. On a parlé beaucoup de données. Les données du véhicule, les données du consommateur, quels sont ses usages, quels sont ses besoins, les données du réseau, les données du système électrique. On va venir en appui du système électrique. On va regarder la météo. Quand il y a beaucoup de soleil, beaucoup de vent dans la journée, on va essayer de charger les véhicules. Aujourd'hui, on a du mal de dégager l'énergie en excédent. Demain, vous avez des batteries. On va souhaiter charger les véhicules à ce moment-là, ou le soir, aux périodes de pointe. On va même pouvoir demain décharger votre batterie dans votre domicile, dans le bâtiment, pour gommer la pointe, pour nous éviter de démarrer des moyens de production polluants aujourd'hui de pointe. On va développer des solutions. On a déjà des solutions pour les entreprises et pour les particuliers pour vous permettre de plutôt consommer l'électricité de la batterie au lieu de consommer l'électricité du réseau. Une batterie, c'est 5 jours à peu près de consommation d'un ménage moyen. Donc il y a beaucoup d'électricité qu'on peut utiliser. C'est ça, cette révolution du smart charging avec des enjeux colossaux pour le groupe. Et évidemment, et pour les consommateurs qui sont entreprises ou citoyens, le consommateur devient acteur. Là, on a parlé comment les citoyens peuvent devenir acteurs. Avec votre véhicule électrique, vous allez vraiment devenir potentiellement un acteur du système électrique et en bénéficier directement. Alors toujours sur ces solutions de financement, la BEI, Grégoire, est au cœur du dispositif européen pour soutenir les actions de décarbonation. En quelques mots, les axes d'investissement, de soutien aujourd'hui que vous déployez? On a parlé aujourd'hui beaucoup de souveraineté européenne, donc on essaye d'être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de cette production énergétique. J'en veux par exemple pour preuve la production d'énergie renouvelable à travers les éoliennes. On essaye d'accompagner les nouveaux parcs éoliens, notamment le parc éolien flottant qui
qui est en cours de production dans le sud de la France, mais on essaye aussi d'être présent sur la distribution. Donc on accompagne un des leaders européens des câbles électriques justement qui relient les éoliennes au réseau avec Nexans. On essaye d'accompagner Enedis pour la rénovation de son système, de son infrastructure énergétique pour l'intégration de ces nouvelles productions d'énergie renouvelable. On accompagne EDF sur le déploiement du compteur Linky, on l'a fait, sur le développement de l'énergie hydroélectrique avec un système d'ailleurs d'accumulation, les fameux STEP. Hein, j'en parlerai peut-être moins bien qu'EDF pour ça, mais je pense qu'il y a des innovations, il y a des projets qui sont intéressants. On essaye aussi d'accompagner les innovations portées par des plus petites entreprises, Voltalis pour ne pas le citer, pour limiter les pics de consommation matin et soir avec des micro-coupures sur les énergies, les appareils électriques à forte inertie. Donc on essaye d'être présent sur l'ensemble de chaînes de valeur et l'ensemble des projets qui sont portés soit par des entrepreneurs, soit par des collectivités territoriales. Je pense à la région Occitanie qui a essayé de développer le corridor H2. On est venu en cofinancement donc, de la région pour pouvoir financer ces initiatives avec nos critères. Bien sûr, on n'est pas une banque de réseau, donc on n'est pas présent sur l'ensemble du territoire, mais on a des partenaires, que ce soit des partenaires privés comme des fonds d'investissement ou des banques commerciales qu'on essaye d'accompagner sur cette orientation stratégique de décarbonation, avec des banques publiques également, le BPI et la Banque des Territoires, pour essayer d'embarquer un petit peu tout le monde, privé comme public, vers cette décarbonation auprès de l'industrie, auprès des entreprises. Et puis avec des ROI plus sur le long terme, parce que lorsqu'on a préparé cette... non, moi, je pensais qu'il y avait un ROI parfois qui pouvait être inférieur à 3 ans, mais dit non, il faut qu'on... Nous, on se veut et on souhaite s'orienter vers une stratégie de long terme. On est aujourd'hui sur une trajectoire définie au niveau européen, le Fit for 55 pour 2030 et la neutralité carbone à horizon 2050. Nous, ce qu'on demande aux porteurs de projets que l'on accompagne, c'est que leur projet de décarbonation, qui doit être public, transparent et publié, soit compatible avec la trajectoire de décarbonation de l'Union européenne. Donc on est sur un horizon au moins 2030, mais on demande à ce que tout le monde s'embarque, ou en tout cas s'engage vers cette trajectoire de décarbonation. Céline et Jérôme, sur votre regard en qualité de financier, comment vous jugez la maturité des fonds d'investissement par rapport à cette transition énergétique? Alors là, on a vos deux exemples sont forts, vous êtes déjà très engagés, mais globalement, est-ce que vous êtes des exceptions ou tous les fonds d'investissement aujourd'hui sont très... Au niveau européen, on peut quand même considérer que la stratégie de transition énergétique fait partie maintenant de quasiment toutes les stratégies d'investissement. Mais après, est-ce que c'est dans l'action? Est-ce que c'est dans une fois qu'on a vendu une stratégie à nos investisseurs, il faut qu'on l'applique. Donc, encore une fois, on gère pour le compte de tiers. Donc, on propose une stratégie et ensuite, on l'applique. Donc, oui, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, on était assez seuls. Je pense qu'on était article 9 sans le savoir il y a 15 ans. On l'est moins. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout type de stratégie d'investissement prend un petit peu de critères d'impact, un petit peu de transition énergétique. Après, nous, c'est un cas particulier. On a des fonds qui sont vraiment une stratégie dédiée transition énergétique, et depuis longtemps. Donc, on a, comme tu disais tout à l'heure, des expertises qui sont rodées. Et donc, on a une stratégie très ciblée. Mais globalement, on peut quand même dire que tout le monde a envie de prendre ce chemin. Et aussi, c'est une demande des investisseurs. Quand on le préparait, on rappelait, tout à l'heure tu parlais du SFDR, donc c'est un petit peu peut-être abscon pour les gens dans la salle, mais c'est une réglementation européenne qui oblige les institutions financières à reporter, à indiquer, à être transparent sur le fléchage de leur argent vers un usage à impact. Donc effectivement, c'est là où on peut distinguer article 6, article 8, article 9, c'est-à-dire plus ou moins prenant en compte des impacts et des impacts positifs. Enfin, globalement, tous les investisseurs, tous les institutionnels doivent indiquer le fléchage de leurs investissements. Jérôme, oui, c'est... Bon. Merci beaucoup. Oui, mais de même que ce soit de votre côté ou en face aussi, enfin, les gens... Oui, mais bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, dans le private equity, dans le non-coté, les acteurs qui ne vont pas innover, qui ne vont pas investir pour faire face à tous les enjeux qu'on vient d'évoquer,
ne continueront pas à exister leur métier. Donc il y a un basculement qui est en train de se faire sur le non-coté, qui est sur le financement, qui est absolument, absolument fort. C'est clair que là, il y a eu une déferlante réglementaire ces 2-3 dernières années qui a obligé l'ensemble des acteurs de la profession à bouger. Mais une fois qu'on dit qu'on bouge, qu'est-ce qu'on met en face? Si c'est juste pour mettre un peu de peinture sur votre site internet ou vos PowerPoint pour dire que vous faites de l'ESG et de l'impact, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est pas ce que veulent les investisseurs et c'est pas ce qu'on veut nous pour nos enfants, pour la société. Et ce qu'il faut, c'est vraiment faire les choses de façon sérieuse. C'est vrai qu'avec Mirova, on est, je peux le dire, vraiment très engagé. Je vais illustrer avec 2 exemples. En 2019, on a lancé j'ai recruté une équipe, l'ancien numéro 2 de GRT Gaz, pour monter un fonds d'impact dédié à la méthanisation et à l'hydrogène vert. Mais là, vous innovez, vous recrutez, vous investissez. Vous ne savez pas comment ça va fonctionner. Parce que la méthanisation, on en parlait depuis 10-15 ans, mais il y avait eu pas mal d'échecs. Et finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que, évidemment, ça remplit complètement les objectifs. Il n'y a pas d'intermittence. Vous récupérez les déchets agricoles, vous les transformez pour en faire du biogaz. Et le résidu, le digestat, équivaut à de l'engrais. Donc on est vraiment dans l'économie circulaire. Et là, c'est des fonds privés qui ont permis... Massif a été le premier sponsor, je le cite, mais d'autres sont venus par la suite parce que ça a été un vrai succès. Et donc là, on est vraiment dans la transition énergétique, on est vraiment dans l'économie circulaire, on crée des emplois en France et en Europe, et en plus, on parlait de souveraineté, on y est complètement dedans. L'hydrogène. Moi, l'hydrogène, aujourd'hui, c'est avant tout l'hydrogène vert. On en a parlé un petit peu tout à l'heure d'électrolyse. Et on a des formidables entreprises en France et en Europe. Et oui, il faut jouer la souveraineté en Europe. C'est absolument clé. Vous avez de très belles entreprises comme Life, que certains peut-être connaissent, qui, avec un premier site à Bouin en Vendée, à partir d'énergie, à partir d'électricité éolienne et d'eau, vous faites votre électrolyse et vous permettez de développer vos territoires à partir d'hydrogène pour des entreprises qui ont des moyens de transport qui utilisent l'hydrogène. Il n'y aura pas que l'hydrogène, ça a été dit tout à l'heure, je suis complètement d'accord. Ça fera partie des énergies nouvelles. Donc il faut investir. L'autre exemple que je veux donner, qui est aussi important et qui montre l'importance du public-privé, j'en suis convaincu, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, les sujets sont complexes. Il y a 2 ans, quasiment, on a lancé un fonds d'impact. Donc toujours, l'impact, c'est vous visez d'abord la performance extra-financière, l'impact, avant de viser la performance financière. S'il n'y a pas d'impact, on ne passe pas le dossier en comité d'investissement. Ça, c'est hyper important. On a d'abord notre comité d'impact, et après, si et seulement si on a avec des personnes tiers qui ne sont pas intéressées au fonds, on passe au comité d'investissement. Donc on a lancé ce fonds dédié qui s'appelle Blue Ocean, qui est dédié à la régénération de l'océan. Pour le lancer, j'ai recruté une équipe, donc on investit, on innove, on s'associe à des experts. Alors là, on s'est associé avec l'IFREMER. L'IFREMER, c'est le premier institut de recherche au monde. Il y a plus de 800 chercheurs, c'est français, basé à Brest. Alors basé à Brest, ils ont des bureaux partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les sujets sont absolument complexes. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que finalement, vous combinez le public-privé, vous travaillez en écosystème, même pas qu'au niveau européen, au niveau international. Vous mettez en place vos méthodologies d'impact pour chaque dossier. Parce que quand je suis dans la méthanisation ou l'hydrogène, on va dire que les dossiers sont à peu près similaires. Il faut construire une unité de méthanisation. On construit l'unité de méthanisation. On est en infrastructure. Quand on est sur le foncier, tu le rappelais tout à l'heure, sur du VC, donc du capital risque, on investit dans des jeunes startups. Là, il y a des modèles d'affaires qui sont très différents. Et donc, vous avez des indicateurs de suivi d'impact qui sont très différents. Mais donc, vous voyez, l'argent, on le flèche de façon à s'inscrire dans cette transition énergétique et on fait ça en partenariat également avec la sphère publique. C'est la difficulté, Guy, c'est d'avoir ces modèles de performance, ces indicateurs, voilà.
Alors, pour bien réfléchir tout ça. Et j'aurais juste une question après à Jérôme, puis on va essayer de conclure là-dessus. Très, très rapidement. Effectivement, quand on a un cabinet qui s'appelle Transformation Performance, la performance, c'est au cœur de nos préoccupations. Et on voit bien, effectivement, en discutant de plus en plus avec les directeurs financiers, les directions générales d'un certain nombre de grands groupes du CAC 40, qui communiquent par ailleurs, selon les critères SBTI, etc., sur leur trajectoire, que le sujet du modèle de performance, qui ne peut plus être que financier, se pose. Vous parliez de Nexans. Nexans est confronté aussi aux limites planétaires avec la rareté du cuivre, etc. Donc il se pose réellement la question de réinventer leur modèle de performance. Alors bien sûr, il faut les indicateurs de santé financière, mais il faut aussi, vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis des collaborateurs, introduire, et Anne-Fleur le disait tout à l'heure, les critères environnementaux et responsables. Et il y a une vraie réflexion de fond qui est en train de s'opérer chez les grands acteurs et qu'on a plaisir à accompagner, évidemment. Olivier, justement, par rapport à ces indicateurs, ces modèles de performance, est-ce que ça c'est quelque chose aussi chez vous? Enfin, comment vous l'analysez? Enfin, comment vous l'intégrez? On a des indicateurs d'électrification des flottes, de puissance consommée. Donc on va encourager nos clients à tirer le moins de puissance possible. Donc c'est toujours être vertueux. Il ne s'agit pas de mettre des points de charge pour mettre des points de charge. Et ma question, c'est savoir comment vous les mettez en face de ces solutions de financement, quoi. Comment on réussit à mesurer dans le temps et ensuite pouvoir accompagner, voir qu'on fait qu'on consomme moins, donc on a une facture un peu moins importante. En fait, on a le business model un peu traditionnel, c'est on installe des points de charge, on les opère, on les maintient, on a des services associés à ces points de charge. Mais la plupart du temps, c'est des points de charge qui sont la propriété de nos clients. On voit de plus en plus des clients qui ne veulent pas investir eux-mêmes, parce que c'est des gros investissements, des points de charge, notamment les points de charge rapides. On part rapidement sur des projets de millions, dizaines de millions. Donc là, on s'associe avec des tiers financeurs, où on investit nous-mêmes avec le client ou avec des tiers investisseurs. Et donc là, les indicateurs, c'est l'électricité consommée, évidemment, l'électricité décarbonée, mais c'est aussi le trafic. Donc on va faire des estimations de comment j'amène le client à se charger au bon moment, au bon endroit. Donc combien de points de charge, combien de charges par jour, quel kilowattheure vert. Donc on a aussi ces indicateurs. Le client, on va l'inciter à consommer plus tôt, quand ça a été tout à l'heure, quand il y a beaucoup de soleil, etc. Donc il y a à la fois la session de charge, combien de charges, donc quel investissement, quel est le payback. Alors on est sur des paybacks, ça a été dit, relativement longs, hein. C'est encore une industrie relativement jeune. On est au début de la croissance du véhicule électrique. Et donc, c'est principalement des indicateurs financiers de rentabilité de ces points de charge, mais également des rentabilités. Quelle électricité décarbonée, quel est l'impact de ces installations, hein. On n'est pas simplement à dire je vais charger à tout prix, puis c'est de l'argent sur la charge. C'est je vais essayer de le charger au bon moment avec la bonne électricité décarbonée. Et donc, les clients sont assez sensibles sur démontrez-moi que les installations sont vertueuses pour le système électrique en général. Je consomme bien de l'électricité qui est décarbonée et je peux vendre à mes clients, hein, à la fin il y a quand même des clients, je vends un service qui est vertueux, ma voiture elle consomme peu, elle consomme l'électricité qui est décarbonée et même à la station où je vais, on me garantit que ça a été fait de façon vertueuse. Et donc c'est sous ces indicateurs-là qu'on utilise. Juste un mot, Jérôme parlait à l'instant des recrutements. Ça veut dire que vous avez des nouvelles compétences aussi qui arrivent chez EDF, qui sont plus sur les modèles financiers que qui connaissent bien la technologie, bien entendu, mais qui sont davantage sur ce côté offre de services financiers, même si ça se mettait en place déjà, bien entendu. Mais on a des équipes qui modélisent, qui font des prévisions de développement de véhicules électriques, des prévisions de points de charge. Est-ce qu'on aura plus de points de charge à la maison, au travail ou sur l'espace public? Cet espace public en fonction des données de consommation, des données statistiques. Est-ce qu'il faut mettre tel ou tel point de charge à certains clients? On est obligé de dire, là, si vous mettez un point de charge, ça n'a pas de sens parce qu'on sait qu'il y a peu de trafic, on sait que l'habitat, il est comme ça, les gens vont plutôt se charger. Donc, on analyse, effectivement, on a des data analysts, comme on dit, qui vont analyser l'ensemble des données qui sont disponibles et puis également les usages. Encore une fois, à la fin, le véhicule, c'est un moyen de transport et on ne peut pas simplement raisonner vu du système électrique. C'est pour ça qu'on a des partenariats avec un écosystème. Par exemple, on est partenaire de MoveLab, des startups à Station F. Donc, on apprend également, avec ces startups, de comprendre les besoins de nos clients. Il y a à la fois un besoin du client
qui veut se transporter, qui veut avancer avec son véhicule, et puis nos contraintes système électrique. Donc c'est des compromis, il faut digérer, je disais tout à l'heure, beaucoup de données, et notamment celles du véhicule. Qui sont la propriété des clients et pas celle des constructeurs. Donc je dis ça parce que les constructeurs ont du mal à partager leurs données du véhicule. Voilà. Surtout que maintenant il y a d'autres acteurs qui viennent à l'intérieur du véhicule, donc ça devient encore plus compliqué. Effectivement, beaucoup de compétences. Juste une dernière question, Grégoire, justement sur ces compétences. Dans les banques, justement, avant, on avait des gens qui étaient spécialisés sur les risques. Voilà, c'est comme ça qu'on travaillait avec ses clients. Aujourd'hui, faut travailler sur leurs émissions de carbone. Ça veut dire pareil chez vous, de nouvelles. Je vous rassure toujours, il y a toujours des gens qui travaillent sur le risque. Bien sûr, et c'est un point important. On a simplement, nous, on a dans l'institution, mais on le voit aussi autour de notre réseau bancaire avec lequel on travaille, une montée en puissance de cette double compétence, à la fois la capacité d'analyser un dossier sur ses fondamentaux financiers. Clairement, est-ce qu'on va être remboursé? Je pense que c'est la première question que se pose un banquier. Mais très clairement, et à la BEI en tout cas, on a toujours eu cette organisation un petit peu bicéphale, avec à côté des ingénieurs financiers, des ingénieurs techniques, en capacité de comprendre le dossier, de l'analyser, de challenger le promoteur, voire de contredire. On l'a vu aussi avec des collectivités territoriales par moment, quand il y a eu la mode des tramways, qui voulaient mettre un tramway à peu près partout. On explique au président de métropole ou au maire que c'est pas une bonne technologie et qu'il y a peut-être des choses un peu plus adaptées qu'on a pu voir ailleurs en Europe, correspondant à la taille de la ville ou à la taille de l'analyse du trafic que l'on peut faire. Donc on a une vision pan-européenne grâce à des experts, à des ingénieurs qui ont cette capacité, cette compétence technique, qui sont absolument pas associés, je dirais, en termes de KPI sur la finalisation du projet, et donc qui n'hésitent pas à contredire ou à dire non, comme le comité d'impact chez Sven, qui disent en préalable, non, ce dossier ne correspond pas aux standards que l'on se fait, ou en tout cas à l'ambition européenne que l'on se fait, donc on ne le financera pas. Eh bien, merci. Il nous reste à vous remercier d'avoir assisté à ces conférences. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses ce matin. C'était assez riche, que ce soit sur les technologies, sur tout ce qu'on a essayé d'aligner un peu toutes ces planètes. Merci encore une fois à tous les 5. Merci aux 10 autres intervenants et puis aux équipes de TNP qui ont préparé cette conférence, notamment Frédéric Pichard. Excellente journée à tous.